Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue mardi soir dans Réfoy. Bonsoir docteur Serge Rafale. J'espère que vous avez échauffé un peu la voix cette semaine, puisque nous recevons le docteur Jean Abitbol, médecin ORL, phoniatre, pionnier de la chirurgie, un problème de voix d'entrée de jeu, pionnier de la chirurgie au laser, un des grands spécialistes de cet organe aux multiples fonctions essentielles, puisqu'elles font la vie et le rapport aux autres, à la spiritualité, au pouvoir. On vous propose ce soir un thème que nous n'avons jamais abordé encore. On va parler effectivement de la voix, cette faculté unique et mystérieuse d'émettre des sons grâce aux vibrations périodiques des cordes vocales. Déjà auteur de Voix de femme, chez Odile Jacob en 2019, vous nous proposez, cher docteur Jean Abitbol, Les voix de notre vie, paru chez Grasset. Vous êtes notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup, docteur. Grand plaisir. Docteur Serge Rafale, je vous laisse pour l'entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, docteur Abitbol, bonsoir. Alors, je suis heureux de vous accueillir pour votre ouvrage très éclairant, non pas sur une maladie ou une pathologie, comme c'est le cas habituellement dans cette émission, comme l'a expliqué Nicolas, sur une fonction tout à fait particulière, la voix, Oui. qui dit tout de nous et nous apprend tout des autres. Et vous dites, elle donne du sens et dit le monde. Oui, parce que lorsque vous parlez, ça vient d'abord quand vous étiez tout petit dans le ventre de votre maman, quand vous avez écouté la voix de votre mère, bien sûr, mais ça vous donne également, dès l'âge de 2-3 jours jusqu'à l'âge de 5-6 ans, une ambiance de culture personnelle, de culture des autres. Écouter les autres, c'est comme cela d'ailleurs que vous pouvez parler. Preuve en est, si je puis dire, c'est qu'en fait, si on reprend une histoire simple, si on n'entend pas et si on n'écoute pas la voix de quelqu'un, on ne parle pas. On va beaucoup parler de l'oreille dans votre émission, absolument. parce que pour nous, la voix, c'était les Bien cordes sûr. vocales, comme l'a Bien expliqué. sûr. Mais là, on a un exemple, et c'est là où elle dit tout de nous. C'est-à-dire que si vous êtes dans un monde muet, dans lequel il n'y a pas d'échange, vous n'allez pas parler, votre voix va rester muette quelque part. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la voix est beaucoup plus que cela. Si on prend l'expérience du roi de Prusse, qui est au XIIIe siècle, et qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait comprendre la langue originelle. Est-ce que c'était l'araméen? Est-ce que c'était l'hébreu? Est-ce que c'était le germanique? Est-ce que c'était l'anglais, le français? Il s'est dit, voilà, on va isoler des enfants, très simple, dès l'âge de 1-2 jours. Il les enlève. Il les enlève, il les prend des paysans, et il les isole il les a pris entre 2 jours et 4 mois. Et il les isole pendant 3 ans, c'est ça? Pendant 3 ans exactement, et ce qui est absolument aberrant, cruel, il les isole et les nurses qui viennent leur donnent à manger n'ont pas le droit de parler. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils n'entendent aucune voix, si ce n'est des bouts de, entre guillemets, des bruits de casserole. À l'âge de 3 ans et demi, il enlève cet isolement. Et il dit, maintenant, on va voir... Il n'a pas la langue originelle. Et il se dit, on va trouver la langue originelle. Qu'est-ce qu'elle est? Il n'y avait rien. Ils avaient des borborismes, rien d'autre. Mais le pire... Vous dites 50 mots à peu près? 53 mots à l'âge de 12 ans. Ils sont tous morts des bulles profondes entre 11 ans et 13 ans. Qu'est-ce que ça dit de la voix? Ça dit justement qu'elle dit tout de nous, c'est-à-dire qu'elle dit notre milieu social. Premier élément fondamental. Deuxième élément, c'est qu'en apprenant ce que nous entendons, il y a des neurones miroirs. Quand vous parlez, Monsieur Rafale, quand vous parlez, Nicolas, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'emmagasine dans ma tête, mais également mes cordes vocales. Si je suis pris par votre discussion, si je suis impliqué avec vous, elles vont bouger d'une certaine façon. Si je fais une fibroscopie, on va voir les cordes légèrement bouger. Également, si je joue du violon, et ça, j'ai fait chez une violoniste, incroyable. Elle joue du violon, on a l'impression que les cordes vocales bougent aussi. Donc l'intégration du son que vous avez va prendre votre corps tout entier, vous allez incarner la voix. Et c'est en soi où la voix elle-même est une incarnation de votre être. Mais ce que j'aimerais dire, et on va encore un tout petit peu plus loin, c'est que pour moi, mais c'est très personnel évidemment, la voix n'existe que dans la spiritualité. C'est-à-dire s'il n'y a pas de spiritualité, s'il n'y a pas une notion où on veut donner à l'autre sans recevoir, car quand on fait une prière à l'autre, c'est sans recevoir, là, on est quelque part l'empathie pure dans le vrai sens du terme. Et c'est en cela où la voix, qui est une chose avec 2 éléments, vous disiez c'est une émotion bien sûr, et vous aussi, mais en fait il y a un élément qui est un élément qu'on pourrait appeler un élément très simple, qui est le violon, un Stradivarius. Nous, c'est un instrument. On a les poumons, c'est du souffle, c'est le pouvoir, la puissance de la voix, les vibrations des cordes vocales, mais l'air expiré
devient une énergie vibratoire. L'air expiré devient quelque chose qui va, parce que les deux cordes vocales s'accolent, comme je disais très bien tout à l'heure Nicolas, c'est que cette vibration rythmée que vous avez dit tout à l'heure, elle donne un son, elle donne une fréquence, mais attention, il y a les caisses de résonance. Et on le sait chez la Callas, on le sait chez Pavarotti, on le sait dans n'importe quel chanteur, comédien, peu importe, ou speaker à la radio. Comme on dit aujourd'hui animateur, on dit plus speaker. Mais bon, et donc à partir de là, oui, la caisse de résonance, si je fais 1, 2, 3, ben là j'ai pincé mon nez, bien sûr, mais je mets 1, 2, 3 ou oh, eh bien le son de la voix, c'est les caisses de résonance qui vont faire résonner. Ça, c'est l'instrument. Maintenant, cet instrument, il est nourri par quoi? Il est nourri par votre culture. Mais quelle culture? Multiculturelle. La culture, bien sûr, de nos parents, la culture de notre environnement, la culture que nous avons... Vous parlez dans votre livre, Dr Abitbol, de la naissance de la voix, c'est intra-utérin, et ce qui se passe pour le fœtus, bien sûr. Voilà, alors, est très important, l'environnement, vous expliquez bien. Et absolument. Et l'équipe de Dehaene, pour une fois, ça va être en France, à la Petite Salpêtrière, eh bien oui, ils ont démontré, dès l'âge de l'embryon qui devient fœtus, donc c'est à 3 mois de la vie intra-utérine, que devient l'oreille? Est-ce que l'oreille entend chez le fœtus? Et on a fait des examens très simples. On a fait des IRM, entre 6 mois, 7 mois, 8 mois, intra-utérin. Et on s'est aperçu en fait que lorsque la maman était joyeuse, lorsqu'elle aimait, entre guillemets, cette grossesse, si je puis dire, lorsqu'elle écoutait de la musique, qu'elle faisait écouter de la musique à son petit qui était dans son ventre, que l'environnement est positif. Le développement du langage, le cerveau qui allume, comme vous le savez très bien, au niveau de l'IRM, pas de scanner, l'IRM, au niveau de l'IRM, eh bien, il s'allume beaucoup plus rapidement qu'un enfant qui, hélas, au niveau de la grossesse, a été dans un milieu extrêmement difficile et délicat. Mais alors, que se passe-t-il si effectivement à la naissance, par hasard, hélas, par malheur, la maman disparaît, ou que c'est un enfant adopté, ou que c'est un enfant qui arrive dans un endroit où le père et la mère ne sont pas là? Eh bien, on s'aperçoit que la plasticité cérébrale, c'est-à-dire comment le cerveau, c'est une pâte à modeler à ce niveau-là, jusqu'à l'âge de 7, 8, 10 ans. C'est des notions nouvelles, ça. C'est des notions tout à fait neuves. Eh bien, oui, il va reconstruire ce monde qu'il n'a pas connu, et effectivement, dans un milieu familial positif, la vie fœtale est certes intéressante, importante, pas forcément indispensable, c'est mieux si elle est là et qu'elle continue, mais sinon oui, l'enfant va garder cette joie de vivre s'il est dans un milieu culturel, positif et empathique et joyeux. Vous expliquez dans votre livre, vous dites chez des nouveau-nés en couveuse à qui on fait entendre le rythme cardiaque ou la voix de la mère, on constate précisément en IRM fonctionnel une zone du langage qui est plus développée. Oui, et là c'est le génie de 2 équipes, une en Israël et une aux États-Unis. Les 2 ont fait l'expérience suivante. Il y en a un qui a fait juste en couveuse et rien d'autre. Et l'autre, il s'est dit, on va rajouter le battement du cœur de la maman, et la respiration. Et on va écouter la mère parler et chanter à son enfant avec des micros qui sont au-dessus de la couveuse. C'est extraordinaire. Eh bien oui, on retrouve effectivement ce développement. Et je me suis posé la question, si vous voulez, M. Raphaël, parce que je ne comprenais pas pourquoi ce développement était plus important que, entre guillemets, que l'enfant fœtal, entre guillemets, qui, lui, n'était pas prématuré. Parce qu'il est pratiquement en oxygène pur. Et l'oxygénation est massive. Mais il ne reçoit pas un autre élément, qui sont les hormones de la mère, qui passent par le cordon ombilical. Et lorsque la mère est joyeuse, la mère va sécréter un élément que vous connaissez, qui est la dopamine, et puis l'ocytocine. Le fœtus va le récupérer. Il y a un circuit qui s'avance, et lui également va être conditionné, si je puis dire, par cette faculté hormonale qu'ont l'impact de ces 2 hormones. Vous expliquez, vous dites, si l'environnement est hostile, l'enfant se renferme sur lui-même. Exactement, et il a un dosage de cortisol qui est très élevé, parce qu'à ce moment-là, c'est le stress qui prend le dessus sur le plaisir. Vous racontez l'histoire de la gamine d'un coach vocal new-yorkais qui, à 4 ans, chante distinctement et lit Shakespeare à 9 ans. Exactement. Alors, c'est une très, très belle histoire. C'est devenu une relation personnelle depuis plus de 25 ans. Son père est un Indien Sioux. Il avait une queue de cheval et il était... Moi, je fais partie de la Voice Foundation américaine depuis presque 30 ans. Maintenant, j'ai la chance de faire partie du board, comme on dit chez nous. C'est pas celui qui ne parlait pas dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Non, pas tout à fait. Non, c'est pas lui. Et il s'appelle...
Bill Riley, R-I-L-E-Y, c'est un gars formidable. Et sa femme est orthophoniste, physiothérapeute, comme on dit aux États-Unis. Eh bien, il s'est dit, cet enfant que nous avons, moi qui adore l'opéra, c'était l'ORL, c'était le professeur de chant de Broadway, quand même. C'était Julie Andrews, c'était Liza Minnelli, c'était tout le monde. C'est un monsieur qui a à peu près 70 ans aujourd'hui, exceptionnel. Et il a dit, on va faire avec notre enfant ce qu'on n'arrête pas de nous dire, que la voix, le chant est magnifique. Et tous les jours, il faisait écouter à la petite Jennifer, ou bien une aria, ou bien un opéra, ou bien un thème de Shakespeare. Et quand elle est née, cet enfant incroyable, à l'âge de 9 mois, elle chantait. À 14 mois, elle connaissait l'ouverture de la Traviata. Impressionnant. Et je l'ai vu, parce qu'elle a publié, je ne l'ai pas marqué dans le livre, mais elle a publié... L'ouverture de la Traviata, ça chante pas, hein, quand même. Non, juste après. Exactement, après. Tout à fait. Mais elle connaissait l'air. Lis bien le mot, Nicolas. Ah, c'est après, après. Oui, exactement. Mais après, elle a publié à l'âge de 17 ans, à la Voice Foundation, alors on n'acceptait pas, elle avait une dérogation, parce qu'elle était extrêmement douée, la voix, et le fait, et c'est grâce à elle d'ailleurs, que j'ai fait un chapitre sur la voix du chien. Comment le chien, en soi, lorsqu'il aboie, c'est comme une voix. Elle avait un chien qui s'appelle Papagano. Donc voilà. Exactement. Et de ce fait, effectivement, le chien lui-même a une voix également. Vous allez nous expliquer comment marche la voix, Dr Abitbol. Alors vous dites que c'est un instrument à cordes et à vent. Oui. Et vous l'avez un petit peu expliqué tout à l'heure, mais j'aimerais que vous développiez un petit peu ce mécanisme. On a 2 cordes vocales. Non pas 4 cordes comme dans le violon ou plusieurs touches dans un piano. Ces 2 cordes vocales, chez la femme, font à peu près 18 à 19 mm de long, chez l'homme 21 à 23 mm de long. Elles sont situées à l'horizontale, c'est-à-dire dans le cou en arrière de la pomme d'Adam chez l'homme. Qui n'est pas au même niveau d'ailleurs chez l'homme et chez la femme. Exactement. Chez l'homme, c'est au niveau de la pomme d'Adam, chez la femme, c'est un tout petit peu plus haut. L'ouverture, si on va être tout à fait précis, chez la femme est beaucoup plus ouverte que chez l'homme, et les cordes vocales sont plus fines. Preuve en est, c'est que chez le petit garçon ou la petite fille, les cordes vocales sont très très fines et peuvent créer des nodules. C'est comme des petits boutons sur les cordes vocales. Les nodules, après 35 ans de carrière, 38 maintenant, eh bien, je n'ai jamais vu de nodules chez l'homme. Peut-être, allez, on dira 3 pour 1000, parce que le jamais n'existe pas en médecine. Et chez la femme, c'est ce qu'il y a le plus fréquent. C'est la fragilité des cordes vocales et la fragilité du fait que chez la femme, effectivement, l'épaisseur de la muqueuse vocale n'est pas la même. Mais quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau de la voix. Qu'en est-il, finalement, si on va aller jusqu'au bout, une voix de femme, une voix d'homme et une voix d'enfant? Qu'en est-il des castrats comme Farinelli, qui, à ce moment-là, avaient une voix, on les castrait avant la puberté. Parce que la testostérone, qui est l'hormone mâle, donnait, c'est ce qu'on a dit, le sexe, entre guillemets, masculin ou féminin de la voix. Pas du tout. Farinelli, il avait une voix d'enfant. Il n'avait pas une voix de femme. Mais les hormones thyroïdiennes lui gardaient la puissance XY, qui sont les chromosomes masculins, et la hauteur de la voix de l'enfant, c'est-à-dire 4 octaves et demi, et 2 minutes, il pouvait tenir une note. Donc effectivement, la voix est intrinsèque à nos chromosomes, intrinsèque à nos hormones, mais le timbre vocal restera XY ou X6 en fonction de ce que l'on a, grâce aux hormones thyroïdiennes. Vous pouvez nous dire l'interaction précisément entre les cordes vocales, le souffle et l'oreille, parce que ça m'a passionné dans votre ouvrage. Vous dites, nous entendons une autre musique que ce qu'entendent les autres, ce qui fait que quand on s'écoute, effectivement, on se dit non, c'est pas moi qui parle. Alors, tout simplement parce que lorsqu'on peut faire une démonstration, ce soir, d'une façon relativement simple, vous allez compter jusqu'à 10. Puis vous allez recompter jusqu'à 10 en bouchant l'oreille droite. Puis recompter jusqu'à 5, ça sera trop long sinon, en bouchant l'oreille gauche. Vous n'entendez pas la même voix avec vous-même. C'est pas pareil. Et puis maintenant, vous allez faire une autre chose. Vous allez mettre un micro et vous allez écouter votre voix avec un casque. C'est pas la même. Pour quelle raison? Lorsque je fais un A de mes lèvres, le son va partir dans l'air ambiant autour de nous, va revenir à mon oreille gauche, va revenir à mon oreille droite, et la vibration à l'intérieur, qui est le son intérieur, va créer également une vibration. Et c'est l'association oreille droite, oreille gauche, l'écoute intérieure de vous, qui va créer votre impression d'entendre, car vous entendez à ce moment-là par vos 2 oreilles, mais également par votre voix qui résonne dans l'oreille interne. Et là, c'est pas du tout la même que vous entendez sur un message. Pour quelle raison? Parce que votre corps résonne dans les graves. Et les graves n'existent plus.
puisque ce que vous entendez, c'est ma voix extérieure. Et ce que vous entendez vous-même, ce que vous entendez, c'est ma vraie voix. Non, ça veut rien dire. C'est ma voix, mais telle que vous l'entendez. Vous entendez ma voix d'une façon, Nicolas va l'entendre d'une autre façon. C'est pas la même chose. Vous expliquez que chanter faux n'est pas une affaire de cordes vocales, mais de perception auditive. Alors, dans votre livre, vous citez l'exemple de Charles Aznavour, qui, passé 80 ans... 83, vient vous voir en disant « J'ai l'impression de chanter faux ». En fait, il avait simplement... Non, pas ça. Il me dit « J'ai un problème sur mes cordes vocales. Il faut que tu regardes, parce que là, au Palais, quand j'ai chanté hier, on m'a dit que je chantais pas bien. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être enroué. J'ai examiné, il n'avait rien. » Alors je dis, attends, Charles, il y a un problème, mais Nicolas, son fils, était là. Je dis, Charles, tu entends bien? Il dit, bien sûr, j'entends bien. Attends, je vais pas mettre des appareils, ça va pas, non? J'ai pas encore là, je mets des... Je dis, on peut peut-être essayer, quoi. Et 3 jours après, les amis, et 4 jours après, il chantait magnifiquement bien au Palais des Congrès, et 5 jours après, on a dit, il a traité mes cordes vocales. Moi, j'ai rien fait, hein. J'ai juste redonné le son, c'est tout. Voilà. Vous l'avez juste conseillé de s'appareiller. Voilà, il était appareillé. Personne ne voyait, mais il était extraordinaire, cet homme, Charles Aznavour. J'aimais beaucoup cet artiste, qui était franc sur scène. Et voilà, j'ai refait mes cheveux, voilà, maintenant j'ai un appareil, puis maintenant j'ai plus de mémoire, donc j'ai un prompteur. C'est magnifique, quoi. Et ce qui m'a appris, quand même, c'est que tous les grands chanteurs, quels qu'ils soient, ou les grands comédiens, comme André Dussolier, par exemple, tous ces grands comédiens qu'on connaît, eh bien, c'est la mémoire qu'ils travaillent. Il me dit, tous les jours, je chante 30, 40 chansons, mais de ce fait, c'est comme un sportif. J'entraîne ma mémoire. Car la pire des choses, si je peux me permettre, M. Rafal, c'est d'aller un tout petit peu plus loin dessus. C'est les gens qui ont 85, 88 ans, qui sont isolés, dans des maisons, dans des EHPAD, comme on dit aujourd'hui. Ils n'ont pas de communication avec l'autre. Eh bien, ils sont isolés. Rappelez-vous l'histoire du roi de Prusse. Ils ne meurent pas d'isolement. Oui, ils meurent d'isolement. On me dit, ils meurent pas si. C'est parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Il n'y a pas d'interaction. L'homme est un être social. Il faut qu'il se parle avec les autres. Il faut qu'il écoute la musique, qu'il écoute des chansons. Car le cerveau gauche, pour revenir à votre question tout à l'heure sur l'appareil vocal, c'est le côté mécanique. C'est le garagiste, si je puis dire, qui va arranger. C'est le laryngologiste qui va dire, il y a telle corde vocale, c'est un instrument à cordes, oui, parce qu'on a 2 cordes vocales, et qui vibre les 2 ensemble, donc c'est un instrument à vent, parce que c'est le vent qui les fait vibrer. Ok. Mais à côté de ça, il y a le monde émotionnel. Et je caricature, bien sûr, on le sait, car tout est intriqué. Mais c'est souvent le cerveau droit qui va donner cette émotion. Si l'émotion n'existe pas, il y a une mort profonde de l'être, parce qu'il y a une perte de la, entre guillemets, de la spiritualité elle-même, car on n'a plus l'empathie et l'envie de faire. Et comme la chanson de Johnny Hallyday, en fait, l'envie d'avoir envie, quand ça n'existe plus, j'explique en quelques secondes. Quand on a, quelque part, un plaisir, c'est la dopamine. Faut-il avoir le plaisir? Quand on a ce plaisir, on va avoir le désir derrière donc on a d'abord le désir qui est la dopamine. Dès qu'on a le désir, il y a un plaisir qui arrive. C'est l'ocytocine. Puis après, il y a la récompense, et c'est là où on va s'impliquer nous-mêmes, et qu'on va vouloir de continuer, parce que quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez de plus en plus loin. À l'inverse, si vous déprimez, ça devient différent. C'est ce que j'ai dans le livre sur le burn-out et la dépression, c'est pas la même chose. Alors, on l'abordera pas aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on dise un mot, parce que ça m'a effectivement interpellé sur les facteurs qui influencent la voix. Et vous expliquez que le climat est très important. Il y a une étude qui a été faite au sud du Tibet, entre les populations qui sont dans la plaine et les populations qui sont dans les hauteurs. C'est incroyable. Absolument. Et c'est mon ami Boris Cyrulnik qui parle de cela et que je connais vraiment bien. Et en fait, la population qui est dans la vallée, la ménopause est à 48 ans, 47 ans. Donc les enfants grandissent dans cette vallée avec une voix particulière. Et les enfants qui sont en haut, les femmes... L'environnement est plus hostile. L'environnement est beaucoup plus hostile, l'oxygénation est beaucoup plus basse, et elles sont ménopausées à 28 ans. C'est-à-dire que le climat influe incroyablement sur l'histoire de la femme, sur les enfants, puisque à l'âge, ils accouchent entre 20 et 27 ans, c'est là, et ça n'a rien à voir avec... on aurait presque envie de dire, on va faire une translation entre la vallée, et il faut à peu près 3 générations pour que la génération de la vallée, lorsqu'elle va en montagne, c'est 28 ans, lorsque celle-ci descend, revient à 48 ans. Vous suggérez un déterminisme, vous dites à 5000 mètres, il faut aller à l'essentiel, la voix est rude, le propos est laconique, il faut aller à l'essentiel. Oui, parce on ne peut pas être, entre guillemets, parler comme ça pendant 1 heure, on est épuisé, parce que le degré d'oxygénation est extrêmement faible.
Et donc, quand vous êtes dans une vallée au bord de la mer, la preuve en est. On va prendre un exemple. C'est que si on est au bord d'une plage, comme tous les séfarades que l'on connaît, qui chantent, etc., ils sont pas eux, il n'y a pas de problème. Ils arrêtent pas de parler. Mais si on prend les Ashkénazes, qui ont un hiver rude, entre le mois de octobre, à l'époque, en Pologne, et le mois de mars-avril, ils étaient, entre guillemets, dans leur maison, auprès du coin du feu. Un shtetl, exactement, un shtetl, veille, c'est un shtetl. Et les shtetl, justement, ils n'avaient pas la possibilité d'aller à la plage. Ils ne pouvaient pas. Ils jouaient du violon. Et ils parlaient, ils lisaient des livres. Donc la culture qu'ils ont, c'est une culture dans laquelle, qu'elle soit l'ivresse ou qu'elle soit musicale, elle est née là-dedans, parce que justement, l'échange était là, et l'étude du Talmud et de la Bible était là. Et surtout l'étude du Talmud, qui est absolument extraordinaire, parce que deux personnes qui lisent un Talmud, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est une troisième voie. C'est-à-dire, quand on parle ensemble, les questions que vous me posez, on va créer une troisième idée. C'est ça qui est génial. Et c'est ce qu'il y a quand on est deux à lire, justement, des textes, soit l'Exode ou autre chose. Mais pourquoi il dit ça? Mais je ne sais pas, c'est ça, on voit ça dans Pâques d'ailleurs. Les 4 enfants qui posent des questions. Et ça m'est jamais arrivé, avec mes petits-enfants ou avec mes enfants, de toujours donner les mêmes réponses, heureusement, et on a toujours une troisième solution. Vous avez un chapitre qui est passionnant, qui est la voix des disparus. Alors c'est vrai que c'est des questions que je ne m'étais pas posées. Vous dites que, par exemple, la radio, c'est beaucoup plus suggestif que la télé, parce que la télé perturbe, en fait... par le regard. Par le regard. Bien sûr. Et vous parlez du film Shoah de Claude Lanzmann, et vous revenez sur le témoignage du coiffeur, qui est quelque chose qui, effectivement, a interpellé tous ceux qui ont vu ce film. Bien sûr. Alors, si on veut aller dans le détail, parce que j'ai volontairement résumé, parce qu'il faisait 40 pages, j'en ai fait que 13 sur ce chapitre. Mais on va aller dans le détail. Quand on regarde Nuit et brouillard... Le film de René. Oui, c'est horrible. On est choqué par les images. Oui. La voix derrière est là, ok. Mais quand la victime ou le coiffeur en question raconte, notre imaginaire va démultiplier l'image qui s'est passée à l'époque et démultiplie surtout cette espèce de vibration de l'époque des êtres qui étaient là. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, quand vous avez un être que vous aimez, enregistrez sa voix, parce que c'est une machine à remonter le temps. Quand vous écoutez quelqu'un que vous avez aimé, vous avez la photo, oui, c'est formidable, moi, mes parents, je regarde, c'est bon, ok. Mais quand j'écoute la voix de mon père, qui m'a quitté il y a quelque temps, c'est plus la même. Je pourrais pas l'écouter tous les jours. Et on ne s'habitue pas. Parce qu'on a l'impression de se retrouver, oui, il m'a parlé comme ça, et puis on ferme les yeux et on l'entend. Alors que quand on a une vidéo, c'est vrai, mais voir la gestuelle et vous fermez les yeux et vous mettez la vidéo, votre sensation sera pas la même. Vous expliquez l'importance de la gravité de la voix. Vous dites la voix, c'est quelque chose de sensuel, c'est quelque chose de sexuel. On y reviendra là tout à l'heure avec Eva. Et vous dites les voix graves ont davantage d'effets chez les femmes en période d'ovulation. Oui, c'est parce qu'il y a l'effet hormone au moment de l'ovulation et que inconsciemment la femme va être entre guillemets, happée par la voix grave qu'elle a entendue quand elle était dans le ventre de sa maman, parce que le liquide amniotique laissait passer les sons graves. Et quelque part, la voix grave, c'est la voix de son père. C'est quelque part, on a quelque chose de protecteur chez l'homme, qui est une protection physique. Et donc, on sait qu'on peut lui faire confiance, quelque chose arrive dans notre inconscient. C'est ce que vous dites les hommes et femmes à voix grave ont des relations qui durent plus longtemps, exactement, car elles rassurent, apaisent, et permettent la construction d'une relation. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait que quelque part, quelque chose va se construire, parce que il est fort, quoi, il est là. C'est Spartacus. C'est lui qui va me défendre. En revanche, la force de la femme, c'est absolument extraordinaire. C'est qu'elle protège beaucoup plus, elle protège le monde émotionnel. Elle protège l'affect. Et l'intuition d'une femme, je suis désolé messieurs, elle est, à mon avis, 2, 3, 4 fois plus importante que l'intuition de l'homme. L'homme va aller d'emblée sur une mécanique de protection, la femme va aller d'emblée sur une intuition d'émotion et de protection. Pas la même chose. Alors, Nicolas, dans la partie magazine, parlera du chapitre de la voix des dictateurs. Vous consacrez un autre chapitre à De Gaulle, précisément, entre voix aiguë et voix grave. Et vous dites, en fait, il montait dans les aigus à la fin des phrases, alors qu'il souhaitait que sa voix soit grave et imposa le respect. Et vous racontez qu'il allait assister à des meetings de Jaurès. De Jaurès, absolument. Il assistait à des meetings de Jaurès, et il se mettait au fond, il allait à Lille,
Et il se mettait c'est l'amiral Philippe de Gaulle qui m'a raconté cette anecdote extraordinaire, et il m'a permis de la raconter. Et il allait à Lille parce qu'il parlait un peu dans les aigus. Alors surtout incognito. Parce que, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, eh bien dans les années 10, en 1910, 15, 19, qu'est-ce que voulait Jaurès ? Il voulait le service militaire à 2 ans. Évidemment, général de Gaulle, qui n'était pas encore général, il voulait garder 3 ans. Donc il se cachait au fond, il ne parlait pas. Mais en rentrant chez lui, toutes les après-midi, il mimait Jaurès pour avoir sa voix comme ça, française. Et à la fin, il avait compris une chose exceptionnelle, c'est que la voix est un pouvoir. Beaucoup plus que n'importe quel écrit. On n'écrit pas une loi. On l'a pour lui, il fallait la donner. Et quand on a dans le livre, vous l'avez vu, les 4 voix de Gaulle, c'est impressionnant. L'appel du 18 juin, puis après, la France libérée, c'est 44. Puis après, président de la République, je représente la France. Et après, 68. Le 29 mai 68, il apparaît le 27 mai, où on le voit à la télé, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur, c'est un général, il est vieux, quoi. Et puis il part, on ne sait pas où il part. Il part à Baden-Baden, on le sait qu'après. Il entretient le mystère. Et il avait compris que le silence, mais on en parlera peut-être, était aussi important que ce qu'il allait dire. Il revient, l'écran est noir, et à la radio, ça nous rappelle le 18 juin 40. Même nous qui n'étions pas nés ni rien, on n'avait jamais entendu. Et le respect s'impose, car la voix, il dit, les travailleurs doivent travailler. Non, je n'abdicterai pas. Non, et ce rythme qu'il donne est un rythme musical militaire. C'est pas un rythme de président. Le rythme de sa voix à ce moment-là ne permettait pas de dire oui ou non. Le respect était encore là. Vous expliquez, on arrive au terme de notre entretien, Dr Abitbol, pas de notre émission, mais de notre entretien. Vous dites que la voix est l'empreinte de notre vie passée, la force de notre vie présente, l'espérance de notre vie future. C'est vrai. Exactement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Eh bien, je ne sais pas si le silence qui suit un échange avec le docteur Jean Abitbol, c'est encore du Jean Abitbol, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on fait une petite pause et on se retrouve juste après avec le MAG et on continue effectivement de parler avec notre voix et de la voix. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. כשאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה שאת מזל אריה, אני מזל מאזניים ובינתיים. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est
c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. On est de retour après cette petite pause silencieuse qui fait du bien. On n'a pas du tout parlé dans le studio et on sent qu'on va y retourner avec grand bonheur, avec grand plaisir à parler avec le docteur Jean Abitbol pour son dernier paru chez Grasset, Les Voix de notre vie. Docteur Jean Abitbol, on a évoqué la voix des dictateurs dans cette première partie, dans cet entretien. Vous décrivez dans votre ouvrage la voix d'Hitler. On a le sentiment, vraiment le sentiment de l'entendre. Il est comme un chanteur d'opéra. Le début du discours est marqué par un mezzo voce, ténor ou contre-ténor et un crescendo. Vous expliquez que sa voix de tête s'adresse d'abord au cerveau reptilien, scandée, trop forte, toute de vibrations suraiguës, constamment en rupture, qui monte à chaque nouvelle phrase et s'accélère. Plus il monte dans les aigus, moins les mots sont audibles et compréhensibles. Les voyelles disparaissent au profit d'onomatopées indistinctes. Le propos terrifiant n'apparaît que dans un second temps, noyé par sa voix démoniaque et prédatrice dans des vociférations nauséabondes orgasmiques. Il est dans une quasi-jouissance dont il devient l'esclave. Tout à fait. C'est-à-dire que ce personnage avait compris la puissance, le pouvoir de la voix, mais surtout le pouvoir qu'elle pouvait avoir sur son environnement. Par Wagner. Il faisait la Manche dès l'âge de 9, 10, 12 ans pour aller écouter Wagner. Et il essayait de reproduire ces espèces de bruits très forts que Wagner donnait, mais il avait compris une chose absolument incroyable. C'est la rupture. C'est-à-dire, si je vous parle sans arrêt, que j'ai pas de rupture dans mes mots, que je monte pas brutalement dans les aigus, un peu comme une montagne russe, eh bien, vous allez vous endormir. Mais là, à un moment donné, il est large et il repart avec des onomatopées où plus vous chantez dans les aigus, ça c'est très connu, plus les voyelles sont difficilement distinctes et moins vous comprenez les mots. Mais c'est pas les mots qu'il voulait dire au départ. C'est hypnotiser la foule. Et là, c'est très personnel ce que je vais vous dire. Et je pense que j'ai raison en plus, c'est qu'en fait, l'individu, dans une foule, le collectif anesthésie la conscience individuelle. C'est pas de ma faute, c'est l'autre. Mais ça, il l'avait pigé. Tout de suite. Parce qu'il disait, l'Allemagne, nous, mais le nous, c'était pas nous. C'était, il faut qu'on ait une cible, il faut qu'on montre quelque chose, que toute cette foule se dirige vers une cible, et en se dirigeant, il pouvait parfaitement la conduire où il voulait. Fallait-il qu'il en prenne le commande, par des onomatopées, par une voix nauséabonde, mais extrêmement dure, qui trouve la cible et qui donne l'impression que chacun autour de lui, par sa voix, était lui-même. C'est-à-dire, il dit, vous êtes moi. Et c'est le salut qu'il a mis en place. C'est cette espèce d'insigne qu'il a mis en place que tout le monde devait avoir. Donc, il y a cette prédation, c'est un prédateur du cerveau. Et là, preuve en est à Nuremberg. Ben non, on a suivi les ordres, quoi. Mais quels ordres ? Et c'est là où il était très fort. Donc selon vous, il n'a pas mis en scène que grâce à Hoffman, le photographe, ses gestuels, par le biais de photographie, il a également mis en scène avec la voix. Bien sûr, preuve en est, c'est que dans toutes les usines d'Allemagne, je le mets d'ailleurs dans le livre, toutes les usines devaient écouter le discours d'Hitler, il n'était pas là. Tout le monde, une à deux fois par jour, devait l'entendre. Il n'était pas là. Sa voix était le rythme de la vie de ces gens-là. Il les avait pratiquement imprégnés, transformé comme une espèce de, je dirais presque, c'était presque un désir dans lequel on l'attendait, quoi. Et il avait réussi à créer un manque s'il n'était pas là. J'ai envie de vous poser une question. Pardon, Serge. Vous racontez Chaplin dans Le Dictateur. Le discours est un discours qu'on a l'impression de comprendre, mais est-ce qu'il l'a bien imité alors justement, magnifique, ce que vous dites, M. Raphaël. Je veux dire, j'ai fait une conférence à Montréal. C'était il y a 15 jours. Et je dis dans la salle, est-ce qu'il parle allemand ou est-ce qu'il parle une langue qu'on ne connaît pas? Et j'ai demandé, il y avait à peu près 120 personnes. Que ceux pensent qu'ils parlent allemand lèvent la main. Eh bien, écoute, j'en avais 30, j'ai compté 34
qui pensaient qu'ils parlaient allemand. Mais attends, c'est dingue. Et les autres disent, non. Oui, ils entendaient l'allemand. Et ils entendaient l'allemand. Comme quoi, quelque part, il avait tellement bien imité ce personnage qu'il avait compris le rythme, ce que je disais tout à l'heure, mais également, ce dont on parlera allemand, la respiration entre les mots. Et il partait. Et quand on les l'écoute... micros qui tournent. Voilà, exactement. Et là, c'était magnifique. Et quand on l'entend après, quand il parle avec lui-même, c'est magnifique. Vous trouvez que c'était un bon imitateur de Finkel, de Hitler, dans le film? Parce que j'ai envie de vous poser une question sur les imitateurs. C'est pas un bon imitateur. C'est pire que ça. C'est qu'il a démasqué par cette voix quel était le monstre qui était derrière. C'était un monstre vocal avec une possession. Il voulait posséder. Et s'il avait été qu'imitateur, on aurait cru qu'il allait pouvoir, quelque part, nous dire « Voilà, je suis là et je vais vous commander ». On sent dans cette voix qu'il ne commande pas. Il démystifie ça, justement. Vous connaissez bien les imitateurs, hein, certains viennent vous voir. Vous les connaissez aussi grâce à la vidéofibroscopie. Vous parlez d'un larynx, ils ont un larynx asymétrique. C'est-à-dire que, heureusement, c'est pas 100%, c'est comme ça en médecine, heureusement d'ailleurs. On a 2 cordes vocales. J'y reviens en quelques secondes. On a la corde vocale droite, la corde vocale gauche, qui sont à l'horizontale. Eh bien, chez l'imitateur, c'est comme mon index, si vous voulez, et puis mon majeur. Eh bien, vous avez une corde vocale qui est plus courte que l'autre. Donc, ils arrivent à truquer. Mais chez l'imitation, si on prend l'imitateur maintenant, l'imitateur c'est différent. Il va imiter la voix de l'imité. On va prendre un exemple que tout le monde connaît, Johnny Hallyday ou Charles Aznavour. Par exemple, Michael Gregorio, Laurent Gérard, Didier Gustin, enfin plein. Et en prenant ces imitations, ils vont imiter, mais ils vont prendre la mimique de l'imiter. Le visage va se tordre un petit peu pour Aznavour. Mais également, si je vous imite Aznavour, pas de problème, moi je ne sais pas le faire, mais avec des mots de Coluche. Attends, il y a un problème là, c'est pas Aznavour ça. Il faut qu'il reprenne des mots qui sont habituellement dans le langage de la personne qu'il va imiter. Avec sa voix, sa musicalité, ses silences, ses ruptures, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour n'importe quelle voix. Et là, il va pouvoir l'imiter. Mais il faut qu'il prenne les mêmes verbes que la personne qui l'imite. Ah, j'étais prêt à faire un Aznavour avec les mots de Coluche, là. Ce qui était dur chez nous, c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Ouais, voilà. Ouais. Serge, vous vouliez dire quelque chose? Une question. Un petit mot, alors expliquez-nous, docteur Abitbol, comment Beethoven compose la symphonie numéro 9. On est en 1824, il est sourd depuis 10 années, et en plus il y met des chœurs. Comment c'est possible ça? C'est la voix intérieure. La voix intérieure, c'est-à-dire qu'il entend tout. C'est le chapitre qui est... Vous développez un chapitre sur la voix intérieure. C'est la voix intérieure, qui est la boussole de notre vie. Sans voix intérieure, il n'y a pas de vie. Si tout ce que vous faites, Nicolas ou Serge, pareil, si tout ce que vous faites à un moment donné, avant de le dire, et vous êtes seul, vous parlez avec vous-même. Beethoven, quand on écoute la 5e de Beethoven, vous l'avez reconnu en 2 secondes. C'est comme ça qu'on reconnaît une voix. Il y a 8 milliards d'individus, 8 milliards de voix différentes. Par 3 mots. En 3 secondes, vous savez que c'est du Beethoven. Eh bien lui, par 3 mots entre guillemets, avec toutes les années où il a entendu au départ, il a tellement pris avec lui-même, il savait parfaitement ce qu'était une voix, et il voulait finir en apothéose en se disant « je ne peux pas rester comme ça, il faut maintenant que je mette des voix dans mes symphonies ». Mais comment il met autant de c'est très facile alors pour lui. qu'il n'entend pas? Il n'a pas besoin d'entendre. C'est sa voix intérieure, il entend lui. Vous entendez pas. Preuve en est, c'est qu'il tapait de plus en plus fort au piano. Pourquoi? Parce qu'il n'entendait pas, puis à un moment, il s'est aperçu que ça ne servait à rien de taper au piano, et que les autres devaient entendre ce que lui entendait. Donc il s'est mis à jouer pratiquement normalement. Et quand on voit, parce que je suis un passionné de Beethoven, quand on voit cette évolution de la 5e, 8e, etc., eh bien oui, on voit qu'à ce moment-là, au moment où Beethoven part dans des choses très très fortes, c'est quand il commence à devenir sourd. Et là, il s'entendait plus lui-même, mais il savait que les autres pouvaient entendre. Une grande voix de Radio J qui n'est pas qu'intérieure. Tout de suite, c'est le professeur de l'info, Eva Soto. Réfois. Eva Soto. Radio J. Bonjour Eva, alors comment ça va aujourd'hui? Parce que moi... Stop! Chut, silence. Chut. Barry White a un truc à me dire. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved
Eh oui, ok, Barry White, c'est pas George Clooney. Et pourtant, quel homme n'a pas rêvé de pouvoir user d'un tel organe pour séduire les filles? Alors, si c'est pas une preuve, ça, que le sport, ok, c'est bon pour la santé, mais pour tomber les filles, ça sert à rien. Donc, bonne nouvelle, hein, vous avez mangé trop de Krappler ou de Daffina. Vous n'avez pas besoin ou pas tant que ça de travailler votre summer body, parce que comme vous l'expliquez dans votre livre, cher Jean Abitbol, ce n'est pas tant le corps qui séduit que la voix. Allez, dites un truc pour voir Nicolas. Je sais pas, c'est très difficile. Bon bah, truc alors. Bon, vous avez essayé de faire votre voix de séducteur, mais c'était difficile. Séduire les basses, c'est dur. Ouais, c'était difficile. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr. Faut étoffer un peu votre vocabulaire, parce que donc, ce test que vous relatez dans votre livre en atteste. Des chercheurs ont réuni et fait danser des personnes ensemble. Là, a priori, c'est comme dans la boum, on se dit... ça va pécho grave. Et ils ont constaté que la séduction, eh bien, elle était bien plus rapide lorsque l'homme a une voix grave. Alors oui, ok, la musique rapproche, mais pas que. Il y a donc ce qu'on vous dit et surtout comment on vous le dit. Il y a une vraie injustice et elle se révèle même, dites-vous, dans la pérennité d'une relation qui pourrait se résumer comme suit: plus c'est grave, moins ça gave. Et l'égalité des sexes est totale, que ce soit les hommes ou les femmes. Quand on a des voix graves, eh bien, on a des relations amoureuses plus longue. Ode à la testostérone, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, sans la voix, libido zéro, Eva. Ok, c'est aussi la testostérone qui fait perdre les cheveux, qui fait pousser les poils, mais avec une pince à épiler, tout s'arrange. Et puis pour les cheveux, faut arrêter de stresser. Regardez Doron dans Fauda, il est chauve et gros, vous prenez le plus beau, là. Et toutes les filles le trouvent sexy. Bon, pour les poils, là, il y a des ratages sur la théorie de la testostérone, mais enfin bon, quand même, on va en garder le positif de cette testostérone, la voix grave, y compris chez les femmes, ça aide, et vous l'expliquez, même pour faire des bébés. Si, la testostérone est à son plus haut niveau au moment de la pré-ovulation. Faut prendre exemple sur Scheherazade. Elle sait comment être en pré-ovulation toute la vie. Elle est super forte. Ou en tout cas, elle fait semblant de l'être en pré-ovulation. La séduction, ça vaut bien quelques artifices. Et pour sauver sa vie encore plus, puisque dans les contes des 1001 nuits, c'est en racontant ces fameux contes qu'elle réussit à séduire sur le long terme le sultan, qui, contrairement à ses autres conquêtes, ne la tue pas au petit matin après avoir profité de ses charmes. Bien sûr, tout simplement pour la raison simple, c'est qu'on est dans le stade justement du désir, mais le plaisir, c'est pour demain. Et donc on attend. Et on va du désir en désir 1001 fois. C'est fabuleux, cette histoire. Parce que c'est une caricature, mais tellement belle, où ce qui est beau, c'est le désir. C'est comme on dit dans pas mal d'ouvrages, c'est quand on monte les escaliers. Exactement. Mais à partir du moment où le plaisir est là, les pauvres femmes, elles n'étaient plus là. Mais elle avait bien compris ça. Elle avait bien compris ça, et il y a quelque chose qu'on comprend bien quand on lit votre livre, c'est que le taux de testostérone, donc, ça détermine notre tessiture. Et notre tessiture, eh bien, ça fait aussi les histoires d'amour qui durent. Mais évidemment que ça ne suffit pas, ça dépend aussi de ce qu'on dit, comme en témoigne le mot poème de Victor Hugo que vous mettez en exergue dans votre livre, Jean Abitbol. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds,
un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe sous l'eau, sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue. Droit chez l'individu dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel » et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. 56, 7, 8, peu importe. De la rue X. Si vous frappez à la porte. Merci Eva Soto, le mot de Victor Hugo, vous citez dans votre... Magnifique. André Dussolier, que je connais bien, je l'avais écouté, et m'avait dit la plus belle chose, c'est la voix que tu penses avec toi-même, et au moment quand tu la penses, eh bien fais attention parce que même si tu ne la dis pas, elle peut s'échapper. Il m'avait montré ce texte. Et ce qui est justement absolument extraordinaire, c'est que quand on va dire quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'une belle voix, qu'est-ce que c'est qu'une voix qui passe bien sur le plan radiophonique, sur le plan relationnel, peu importe. C'est une voix authentique, c'est une voix sincère, c'est une voix dans laquelle elle incarne ce que vous pensez vraiment. Et preuve en est, c'est que vous avez des gens qui, quand ils vous parlent, vous savez qu'ils sont en train de truquer. Et le pire que moi j'ai vu, je n'aurai pas de nom évidemment, c'est des chanteurs ou des comédiens qui étaient à l'apogée de leur carrière et qui 5-6 ans après, ils ne le sont plus et ils jouent à être ce qu'ils ont été. Et en jouant à ce qu'on a été, on meurt parce qu'on est que, entre guillemets, le fantôme de ce qu'on a été, mais on a perdu sa sincérité parce qu'on veut gagner quelque chose qu'on n'a plus. La belle chose dans la vie, c'est l'évolution, c'est les cicatrices de notre vie. C'est une voix qui peut changer, peu importe. Mais on garde dans notre vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toute notre vie passée. Et quand je vous parle là, il est évident que dans 5 minutes, elle fait partie du passé, mais elle m'a permis de créer la voix qui vient. C'est ça qui est beau. Mais pas se dire, ah non, mais avant j'étais comme ça, il faut que non, je continue pas. Et sans transition, on va continuer de parler évidemment de la voix avec le nez. Tout est relié avec Vladimir Vitz. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour Vladimir Vitz. Bonjour à tous. Ça peut influer effectivement un nez raté sur la voix. On va parler du nez raté. Aujourd'hui, c'est quoi un nez raté ? C'est un nez qui crie. C'est un cri de détresse. Je m'adresse à l'ORL si célèbre, qui connaît parfaitement les cordes vocales, et il est aussi dans ces cordes ce problème du nez qui crie. Parce que malheureusement, en ce moment, beaucoup de chirurgiens opèrent des nez, et les résultats, somme toute, ne sont pas aussi parfaits. On admet qu'il y a à peu près 5 à 8% de patients qui, opérés du nez, en sont insatisfaits, pour des raisons multiples, qu'on peut détailler un peu après. Mais ils vont demander une réparation. Et le nez raté, c'est quelque chose qui est terrible. La meilleure définition du nez raté, c'est qu'on voit qu'un nez a été opéré. C'est un cri, c'est-à-dire que quand les gens viennent quelque part, tout le monde va les regarder un peu en coin, parfois en les montrant du doigt, avec un petit coup de coude à son voisin en disant « T'as vu, celle-là, elle s'est fait refaire le nez. » Et quand cela vient dans le conscient de cette personne qui s'est fait opérer, c'est un coup qui est terrible parce que cela signifie qu'elle est artificielle. Je ne sais pas s'il existe des voix artificielles, oui, par des robots, mais là, être artificiel quelque part dans notre société, c'est devenu insupportable. Peut-être les voix artificielles... En fait, ce que tu dis, Vladimir, qui est extrêmement intéressant, c'est que le nez parle. Et il parle par son silence. C'est-à-dire que c'est une chose qui pour moi est intéressante comme approche, c'est que la voix vous révèle. Quand vous parlez, je sais s'il y a sincérité, s'il y a quelque chose de vrai, de faux. Mais le regard écoute. Paradoxal. Eh bien, dans ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le regard écoute la souffrance de l'autre. Elle n'est pas bien, ou il n'est pas bien. Et à ce moment-là, cette souffrance est telle qu'elle demande, comme tu le disais très bien, une réparation. Mais cette réparation, comment va-t-on la faire ? Comment va-t-on redonner quelque part ? Parce que s'il est mal dans sa peau, comme on est mal dans son nez, et une personne qui est mal dans sa voix, eh bien elle est mal dans sa peau. Et la voix est encore plus dramatique, parce qu'au téléphone, on ne voit pas le nez.
Mais dès qu'on est dans une salle, quelle qu'elle soit, le nez parle terriblement. Et c'est le regard qui écoute. Alors le nez demande réparation. Comment est-ce qu'on fait pour le réparer, le nez raté? Alors, il y a toute une spécialité pour les chirurgiens qui sont des réparateurs de nez ratés. Et il y a 2 moyens pour cela. Il y a d'abord ce qu'on appelle la médecine esthétique. C'est-à-dire un nez peut être raté pour de multiples raisons, mais par exemple s'il y a un petit creux, une petite bosse qui n'est pas au milieu, une asymétrie au niveau des narines. Actuellement, il est possible de simuler mieux qu'avec un ordinateur le possible. C'est ce que demandent les patients avant une intervention. Souvent, ils nous demandent « montrez-moi qu'est-ce que vous pouvez faire ». Et donc là, avec des injections d'acide hyaluronique, on peut combler les creux, recréer une petite bosse, modifier la forme d'un nez en sachant que ce produit va se dissoudre en 18 mois. Et donc si le patient ou la patiente est satisfait de cette réparation qui est instantanée, une solution chirurgicale pourra lui être proposée. Mais ces solutions chirurgicales, elles ne sont pas si simples. Parce que le nez respire, c'est un être vivant presque dans le visage. Il est fait de cartilage, d'os, de peau et de muqueuse. Et une des grandes causes qui est méconnue des malformations post-opératoires du nez est l'atteinte de la muqueuse, qui est la peau intérieure du nez. Il n'y a pas de corde vocale au niveau du nez, mais il y a 2 orifices qui vont se dilater, se rapprocher, et toute cette mécanique, elle est tellement minutieuse, tellement précise, qu'il faut pouvoir la restaurer. Par exemple, on peut faire des greffes de cartilage au niveau des narines pour faire un auvent, pour leur redonner une possibilité de se contracter, parce qu'ils sont comme des muscles qu'il faut contracter pour ouvrir l'espace où l'air va rentrer. Et puis ensuite, il y a le dédale de la cloison. Et là, je voudrais par cette émission dire aux patients, ce n'est pas parce que vous avez une déviation de cloison qu'il faut vous faire opérer. Absolument. Toutes 100%. les cloisons déviées ne méritent pas un geste chirurgical. Bien Pourquoi ? Parce que comme pour les cordes vocales, nous sommes asymétriques gauche-droit, et que si la cloison est déviée, qu'elle tourne un peu, malgré tout, le couloir aérien peut continuer, et qu'il ne s'agit pas, par une opération pour la redresser, de mettre une valise en plein milieu du couloir aérien et gêner le passage. Donc toutes les cloisons ne doivent pas être arrêtées. Mais après une opération, il y a des cicatrices intérieures. Et ces cicatrices intérieures, dans certains cas, peuvent créer une obstruction de la voie respiratoire. Et donc là, il faut savoir comment manager, comment faire pour corriger cela. On utilise le laser, on utilise des petites opérations. Parfois aussi ce qu'on appelle une hypertrophie des cornets. Les cornets, c'est des radiateurs qu'on a à l'intérieur du nez, qui sont faits pour réchauffer l'air qui passe. Et dans certains cas, il y a une hypertrophie d'un cornet, où le cornet se trouve trop voisin de la cloison. Donc il faut faire une action sur le cornet. Ça, c'est pour la fonction qui est très importante et on l'oublie. Et beaucoup de chirurgiens réparateurs du nez oublient qu'ils sont aussi des êtres qui doivent corriger la fonction respiratoire du nez. Maintenant, l'esthétique, c'est un monde merveilleux. Le premier grand chirurgien esthétique reconnu sur la place mondiale était un Italien qui s'appelle Gaspare Tagliacozzi, qui devait reconstruire complètement un nez amputé au moment des duels. Et il a failli être retourné dans sa tombe parce qu'on considérait que c'était un suppôt du diable. Il savait refaire un nez complètement. Et c'est une histoire extraordinaire du XVIIe siècle. C'est le père fondateur de toute la chirurgie réparatrice du nez. S'il y a par exemple des patientes qui se plaignent de n'arriver pas à bien respirer après une opération, qu'est-ce qu'on peut leur recommander ? Elles ont 2 étapes très importantes à faire. D'abord, il faut qu'elles consultent le chirurgien qui les a opérées, ou l'ORL qui les a opérées, puisque les ORL ou les chirurgiens maxillofaciaux font ces opérations. Mais il y a un examen qui est il y a 2 examens très importants, mais un plus que l'autre. Le premier examen important, c'est de pouvoir regarder dans le nez. Et cela, vous l'avez bien montré, vous, pour les cordes vocales. C'est-à-dire qu'il faut introduire une petite caméra de télévision pour voir qu'est-ce qui se passe, un endoscope, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du nez. Et le deuxième examen qui est fondamental, c'est le scanner. Le scanner, ça nous permet de voir l'architecture interne du nez pour savoir où est-ce que ça bloque, comment le réparer. Nous sommes des mécanos à ce moment-là de la réparation du nez. Jean Abitbol, on va parler de Maria Callas dans quelques instants, une chanteuse qui vient vous voir en vous disant, voilà, qui aurait envie aussi de se faire refaire le nez ou de se faire faire une chirurgie esthétique. Est-ce que c'est une contradiction, une contre-indication importante ? Je vais rejoindre ce que vient de dire Vladimir Mitz d'une façon capitale. C'est-à-dire qu'une chanteuse, la caisse de résonance, c'est ce qu'il y a au-dessus des cordes vocales. Tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai pincé mon nez et puis ma voix a changé. Si je change la caisse de résonance sur un Stradivarius, je vais devenir un Yamaha. Ben non. Donc, on fait un scanner.
au niveau nasal. Et d'un. 2, en fonction du scanner, on prend ce qu'on appelle, on fait une ventilation pour voir si la narine droite, la narine gauche fonctionne. 3, si on a la chance d'avoir un scanner 10 ans avant et aujourd'hui, on voit s'il y a eu un changement. Et enfin, on n'opère pas parce qu'il y a une déviation. On opère parce qu'il y a une gêne. Quand j'ai un polype sur une corde vocale, on va prendre un exemple que vous connaissez très bien, qui est Louis Armstrong. Oh, when the sun comes out. Il avait, grâce à Jimmy Gould qui m'avait appris ça en 1985 à New York, il avait 2 énormes masses sur les cordes vocales. Si on l'avait opéré, t'avais $10 millions de dommages et intérêts. Fallait pas y toucher. Donc on ne touche pas. On ne touche pas le nez de Barbara Streisand. Certains, oh, elle aurait dû. Bah non, elle aurait pas dû. Sa caisse de résonance a peut-être changé. Donc avant d'opérer, oui, un bilan URL est nécessaire chez une chanteuse. Mais oui, le bilan également du chirurgien plasticien pour savoir jusqu'où il peut aller. La force d'un chirurgien, c'est pas d'opérer, c'est de connaître ses limites. Allez, je vous emmène, vous l'avez mérité, à Rome. Serge et Nicolas Rafale. Je vous emmène à Rome, Jean Abitbol, en 1958. Si vous voulez mettre le casque peut-être, puisque la Norma, bien sûr, de Bellini, on évoque dans Cette vie derrière soi la destinée de l'une des plus grandes chanteuses lyriques, Maria Callas. C'est grâce à une parfaite maîtrise de ce qu'on appelle ces résonateurs dont vous avez parlé tout à l'heure que Maria Callas a pu chanter la plupart des emplois. Mais un soir, terrible soir, la diva perd sa voix. Opéra de Rome, donc, 2 janvier 58, sur scène, Norma de Bellini, le rôle que Callas a chanté des centaines de fois. Problème, elle a rencontré quelque temps auparavant Onassis, le milliardaire. Loin de moi l'idée de faire porter le chapeau au tumultueux grec, mais force est de reconnaître que les sentiments ne sont apparemment pas partagés entre les deux parties. Callas croit à l'amour de sa vie. Pour Onassis, c'est peut-être sans doute juste une bagatelle. Sa réputation le précédant dans le milieu de la jet-set, c'est un Casanova. Callas désorienté, Callas égaré, mais Callas complètement perdu sur cette scène de l'opéra romain. Elle commence à chanter cet air, cet opéra qu'elle connaît sur le bout du livret. Ses aigus sifflent dans le public. Tout le monde se demande ce qui lui arrive. Callas n'arrive plus à chanter. Elle quitte la scène par une porte de derrière. La voix est un vecteur de l'émotion. Ce n'est sans doute pas vous, Jean Abitbol, qui me contredira, mais le réseau larynx traché, s'il n'est pas le centre des émotions, vous parliez tout à l'heure de la spiritualité, il est en tout cas le conducteur. La trachéite de Callas n'aurait pas existé certainement, je dis certainement, car on ne peut pas en être sûr à 100%, si elle se sentait bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps. Or, son corps, pour ne parler que de lui, elle l'a malmenée depuis quasi toujours. Née plutôt replète, elle passe une adolescence accompagnée d'un léger, parfois pas léger embonpoint, qu'elle arrivera à éradiquer quelques années plus tard au prix d'un régime draconien dont il faudra préciser s'il fut méditerranéen ou tout simplement orthorexique à la limite du convenable. Elle perdra plus d'une 30aine de kilos, ce qui n'est pas sans conséquence sur la voix que certains trouvaient laide au début avant que de s'en émerveiller. Cette représentation de janvier 58 sera le premier signe du déclin de la Callas. Certes, elle remontera sur scène, mais plus jamais avec la même intensité. Elle n'avait que 36 ans quand les premières difficultés sont apparues. Certains docteurs assurent qu'elle a trop malmené son précieux organe. Elle aurait par exemple accepté des rôles qui n'étaient pas adaptés à ses tessitures, notamment dans les œuvres de Wagner. Mais cette taille de guêpe façon Audrey Hepburn en cette année 53 lui jouera des tours et pas seulement des tours de taille. 30 kilos de perdu en moins de 2 ans et une partie de sa musculature qui ne sera jamais renforcée, partie évanouie avec l'amaigrissement rapide et si nécessaire au souffle d'une bonne chanteuse. On connaît la suite. Onassis épouse en 1968 Jackie Bouvier, la veuve de JFK. La Callas s'écroule en apprenant l'infidélité de son bien-aimé qui n'a jamais voulu lui passer la bague au doigt. Elle dira « Depuis que j'ai perdu ma voix, je veux mourir sans ma voix. Qu'est-ce que je suis ? Rien. » Le 16 septembre 1977, après avoir pleuré son passé, à Dio del Passato aurait chanté Violetta dans la Traviata. La voix, sa voix, se tait à jamais avenue Georges Mandel. Ainsi vécut Sofia Cecilia Kaloyeropoulos, dite Maria Callas, diva divine, une des plus grandes voix du XXe siècle. Absolument. Très magnifiquement bien raconté, Nicolas, mais dans cette histoire, trachéite ou pas, c'est l'émotion
qui est l'élément essentiel. La spiritualité. Quand elle a dont vous chanté parliez. en 54 la Norma et qu'on l'écoute en 56 ou 56, début 57 la Norma, la voix est un peu différente mais elle est belle. Mais dans un cas, c'était une voix qui voulait démontrer au public et dans l'autre cas, en 57, enfin, je pense, c'était une voix qui voulait se démontrer à elle-même qu'elle était capable d'être l'équivalent de Hepburn. Et la Tebaldi, qui était sa rivale, la Tebaldi avait sa mère tout le temps à côté d'elle, ce que n'avait pas la Callas. La Callas avait personne où elle pouvait mettre sa tête sur le creux d'une épaule. L'épaule qu'elle voulait, c'était Onassis, et hélas, il lui a fait faux bond, et c'est pour ça que je pense qu'elle est partie. Merci Jean Abitbol, Merci c'est à vous. absolument passionnant de converser avec vous autour Merci. de la voix, les voix de notre vie, paru chez Grasset. Merci infiniment Merci de votre visite, docteur. Merci docteur Serge Rafal, merci docteur Vladimir Mitz, merci à notre professeur Eva Soto, professeur de l'info. Merci à Serge avec nous en régie aujourd'hui et tout de suite c'est bien la suite du programme sur Radio J. Merci infiniment docteur Merci. Jean Abitbol. Radio J.